clap. Super. J'essaie de Ok. trouver une pause un peu naturelle, c'est un dab, comme ça oui. en attendant la question. Si tu étais une bande dessinée, tu serais laquelle? Bon, alors réponse de vieux, mais Gaston Lagaffe. Je pense que c'est ce qui m'a fait le plus rêver quand j'étais gamin. C'était le mélange de flemme, de mollesse, de je veux dormir, je veux qu'on me foute la paix, et en même temps de créativité. J'ai envie de faire n'importe quoi et j'ai envie de faire des inventions qui explosent dans tous les sens. Tu es plutôt Pixar ou DreamWorks? Clairement Pixar. Les Indestructibles, je pense que c'est un de leurs meilleurs dessins animés. J'ai aussi des sérieux plus du côté de DreamWorks et des moins du côté de Pixar. Pixar, je trouve qu'ils ont tendance à vouloir un peu trop faire chialer les adultes ces derniers temps. Dans Show Magazine, t'es plutôt Captain Biceps ou Frankie Snow? Clairement, Captain Biceps. Désolé Eric, si tu m'écoutes, c'est Eric Buch qui fait Frankie Snow. J'ai jamais été sportif. Je pense que, genre, voir photo, je pourrais jamais être Frankie Snow. Ça parle que de vélo, de skateboard et de trucs comme ça, c'est pas moi, quoi. Captain Biceps, gros héros crétin, on retombe plus sur mes centres d'intérêt. Tes histoires, tu les préfères? Ouais, pépère, tranquille? Ou qui font peur? Avec Patrick Beau. Oh la vache, les histoires qui font peur avec Patrick Beau. Mais il en a fait que 2 avec moi, Mais oui. sur les 8, et à chaque fois tout le monde est là, ah c'est le truc que tu fais avec Patrick Beau. Et en plus, le pire c'est que je lui propose à chaque fois, j'adorerais qu'il vienne les faire avec moi. Je pense que c'est un des moteurs de mon imaginaire, c'est d'arriver à rendre les choses crédibles. Et pour les histoires qui font peur, c'est pareil. Je suis un énorme sceptique, c'est-à-dire que je crois pas du tout au paranormal, mais vraiment pas du tout. Mais j'adore les histoires qui font peur, parce que les histoires qui font peur, justement, elles mettent à l'épreuve l'esprit critique. Et si on arrive à faire peur, c'est vraiment qu'on arrive à battre l'esprit critique. Et c'est la définition même de faire rentrer quelqu'un dans une histoire. C'est ce qu'on appelle la suspension consentie d'incrédulité. Si Didier veut aller à la librairie Le Monde d'Arthur de Meaux pour acheter un exemplaire de Chikou Chikou car le sien a été mangé par son chien, bah oui, il faisait pas gaffe parce qu'il regardait des épisodes de Titeuf à la télé, mais qu'au moment de partir, il découvre que sur son écran qu'il y a une nouvelle note de Boulet qui vient d'être publiée sur le blog et qu'il n'aura sans doute pas le temps de la lire car il devra partir direct au festival d'Angoulême pour, justement, aller faire dédicacer sa BD par son auteur préféré. Vaut-il mieux qu'il essaye de récupérer les morceaux de la gueule de son toutou ou qu'il fasse un crochet à la librairie en sachant qu'il va y rester 3 heures et donc louper son train? Je pense qu'il faut qu'il aille prendre son train. Il va arriver à Angoulême. À Angoulême, il y aura les albums sur le stand. Il pourra l'acheter là-bas et il pourra avoir la dédicace. Je vois pas où est le problème. Angoulême a des librairies. Je trouve que c'est assez, tu vois, c'est très parisianiste comme question. C'est on part du principe, à Paris on a des livres, à Angoulême ils en ont pas. Ils ont l'électricité. Didier, prends ton train, bordel. Laisse le chien, il l'a presque fini. Si tu pouvais voir un film là tout de suite maintenant dans une salle de ciné tout seul, ce serait quoi? Je dirais immédiatement, je dirais un dessin animé, forcément, pour moi, parce que c'est... Et je dirais Akira. Je pense que pour le côté spectaculaire, je pense que je choisirais Akira. Ou alors, ouais, ça serait peut-être Laputa, le château dans le ciel. Quand j'étais ado, je connaissais absolument rien au manga et personne s'y intéressait aux mangas, aux animés à l'époque. Il y avait vraiment très peu de gens. Et j'étais à Dijon, et il y avait un petit magasin qui faisait du jeu vidéo et le mec était un passionné d'animé et de manga. Et le gars avait organisé une nuit de l'animé. Et on était dans une salle assis sur des chaises d'écoliers. Il y avait un écran qui était limite 2 draps cousus ensemble. Je me souviens qu'il y avait une couture au milieu. Et il nous avait projeté 36 heures en continu d'animé qu'il avait sous-titré lui-même à l'Amiga. Donc, quelquefois, tu voyais des dessins animés et les sous-titres prenaient la moitié de l'écran. On a été 2 avec un copain à tenir les 36 heures. On devait sentir le pâté à la fin, je te raconte même pas. Je me souviens qu'il y avait un moment où je m'étais dit, je vais arrêter, c'est pas possible. Et là, le gars disait, bon, bah là, on n'est plus que 5 dans la salle, on est en tout petit comité. Je me dis, je vais vous passer mon préféré. Et il nous avait passé Laputa, le château dans le ciel, qui a été le premier Miyazaki que j'ai vu. Moi, j'avais jamais entendu parler de Miyazaki. Et j'ai eu Laputa sur cet écran. Et en me disant, oh la vache, je vais jamais tenir. Et ça m'a complètement réveillé et je suis resté scotché à l'écran, mais pendant tout le film. C'est quand même un sacré souvenir d'avoir découvert Miyazaki comme ça sur écran, mais sur un écran pourri. Donc je pense que ce serait une belle revanche de le voir sur un bel écran géant. Ouais. Quand t'arrives au cinéma, où est-ce que tu t'assois? Alors, au milieu, comme Thomas Hercouet, je suis assez fan du milieu, mais moi c'est au milieu légèrement devant, parce que je suis très myope. Mais c'est très marrant parce que ça dépend aussi beaucoup de la salle. Il y a des très grandes salles où tu as beaucoup d'allées, et dans ce cas-là, moi j'aime bien me mettre près d'un couloir, parce que surtout pour les films longs, j'ai très peur de devoir aller aux toilettes pendant le film et de pas pouvoir sortir. Team pipi. Ah, Team Pipi de ouf. Si tu devais adapter une de tes notes au cinéma, ce serait laquelle? Et tu voudrais qui pour jouer ton rôle? Ah, je vais botter en touche, parce que là, je vois très bien la note que je voudrais adapter au cinéma, mais je suis pas dedans.
C'était une note que j'avais faite, qui est vraiment l'espèce pour moi, de fantasme de film que je voudrais voir réaliser. C'était une note qui s'appelait La guerre des mondes. C'était en gros l'histoire des humains du monde réel qui découvraient le passage vers Narnia ou vers n'importe quel monde magique / fantasy. Et c'était l'armée qui débarquait dans le monde magique. Et on voyait des tanks prendre d'assaut la comté, on voyait des militaires, le SWAT, faire des descentes chez la Reine des Glaces dans Narnia pour aller libérer les enfants, etc. Et j'imaginais vraiment un univers comme ça où les deux mondes tout à coup se mélangeaient. Il y avait des magiciens qui venaient s'installer dans le monde réel et des humains qui allaient s'installer dans le monde fantastique. Et on se retrouvait avec des tensions, avec des manifestations de magiciens qui envoient des sorts sur les CRS. Et j'imaginais vraiment tout un univers développable comme ça. Et je voyais bien ça sous la forme d'un immense film, pas catastrophe, mais tu vois, ces films où tout à coup il y a les aliens qui débarquent sur Terre et il faut les gérer. Sauf que là, c'est des dragons et tout à coup, tu as un griffon qui survole Paris. Qu'est-ce que tu fais? C'est ce film-là que je voudrais faire. En acteur pour me jouer moi, la vache. S'il était plus jeune, j'aurais dit Kiefer Sutherland. C'est un rouquin. Sinon, putain, va trouver un rouquin de chubby qui fait du cinéma. Comment il s'appelle là le chanteur roux qui a fait une apparition dans Game of Thrones? C'est le gars qui a une bonne bouille ronde, des cheveux roux et puis qui est pas super athlétique. Chanteur roux, Game of... J'ai oublié. Ed Sheeran. Ed Sheeran, voilà. Ouais, Ed Sheeran, il pourrait faire l'affaire. Ouais, ce genre de physique, ce genre de morphologie, rouquin à bonne tête ronde, ouais. C'est vrai que je te vois bien, Ed Sheeran. Le monde est un film catastrophe. Tu voudrais lequel de tes monstres? En ennemi, en allié, en animal de compagnie? Et comment ça se passerait? En méchant, je pense que ça serait Sarknidaiosis, c'est celui-là. Et je pense que c'est le genre de méchant que j'aime bien parce que c'est vraiment... c'est le blob. Et je trouve que les monstres les plus terrifiants, c'est ceux qui ne peuvent absolument pas être battus. Donc quand j'étais petit, le monstre qui me faisait le plus peur, c'était le blob. C'était cette espèce de créature qui passait sous les portes, qui pouvait s'infiltrer n'importe où. À un moment, il bouffait un personnage qui était réfugié dans une cabine téléphonique, en suintant de tous les côtés, puis en digérant le gars vivant. C'était horrible. Et l'image du blob, pour moi, ça a été un énorme traumatisme quand j'étais petit. Donc déjà, tu te demandes comment ça se passerait. Ça serait une sorte de remake du blob, je pense. C'est-à-dire cette espèce de créature dégueulasse, faite de viscères, etc., qui se répandrait de plus en plus et qui digérerait tout le monde et qui envahirait le monde comme ça. En allié, c'est une créature qui avait pas de nom, mais que j'aimais bien, où les gens n'ont pas vu tout de suite qu'il y avait quelque chose dans la photo. Il est invisible. Il est invisible et en fait on voit juste une silhouette et quand on regarde bien la photo on voit juste deux petits yeux et donc son nom c'était une suite de caractères et en fait chaque caractère c'était une lettre dans un alphabet différent et donc en vrai si tu le prononces c'est écrit en français et c'est écrit la fillette morte et personne n'a trouvé cet easter egg et donc je vous le donne, c'est cadeau. Et donc je pense que ça serait ça mon allié, ça serait la fillette morte. J'imagine bien l'allié qu'on ne verrait jamais, on verrait de temps en temps des yeux et on entendrait juste un petit rire de temps en temps et il y aurait une silhouette qui passerait. C'est super flippant. Mais oui, mais ça participerait complètement à la logique de l'histoire des monstres où le personnage ne sait pas s'il est fou ou non. Il ne sait pas s'il imagine tout ça ou pas, et donc avoir un allié invisible terrifiant comme ça. Et l'animal de compagnie, je pense que je vais prendre mon monstre préféré, il s'appelait D, il avait juste une lettre, D, et c'était un de ceux que je trouvais le plus réussi dans ma série, je l'avais fait dans le hall de mon immeuble, et c'était l'espèce de bouboule comme ça, une espèce de bouboule sur pattes, et qui dans l'histoire me demande de l'aide, c'est-à-dire elle tape sa tête à la porte pour que je lui ouvre parce qu'elle est poursuivie. À ce stade de l'histoire, on le sait pas encore, mais dans l'histoire des monstres Instagram, il y a une sorte de blob noir justement qui suit les monstres et qui les attaque, et on le voit très discrètement derrière dans la porte en arrière-plan. J'ai fait un tout petit peu de blob noir et donc les gens qui sont très attentifs comprennent que, en fait, il me demandait de l'aide parce qu'il était poursuivi par le blob noir. Donc ça serait ça mon animal de compagnie parce qu'il est mignon. On dirait un peu une noiraude, tu sais, dans Miyazaki. Ouais, sauf qu'elle a quand même des tentacules et des crochets dégueulasses. C'est plus une araignée sans pattes, ouais, c'est plus une sorte d'araignée sans pattes. Mais voilà, et puis j'avais beaucoup aimé le faire, celui-là, le cadrage et tout était rigolo, donc c'est un de mes préférés. Il est trop beau, je l'aime trop. Donc voilà, c'est D mon copain. Si je marche 5 km avec lui, j'obtiens un bonbon.
Raconte-nous ton expérience de cinéma pas comme les autres, celle qui a fait boum boum dans ton cœur. C'est moins une expérience de... C'est une expérience de cinéma, mais c'est moins une expérience de cinéma que d'une journée complète. Ça va te plaire parce que ça parle de Chikou Chikou. C'était un moment où je pense que j'allais hyper bien, d'une manière générale. J'aimais bien ce qui m'arrivait dans la vie. Et on faisait Chikou Chikou avec mes amis. Et il y a eu une journée où on a fait un dimanche, c'était un dimanche d'hiver, on avait fait une journée ensemble avec mes deux compagnonnes de Chikou Chikou, c'est-à-dire Aude Picot et Domiti Collardet. On était tous les trois à la maison et on s'était fait des tisanes, on avait sorti des petits gâteaux, on s'était levés tous les trois sous une couette et on avait regardé sur mon ordinateur, sur mon écran d'ordinateur, on avait regardé Tampopo, qui est un film que j'adore, qui est un de mes films préférés. Ça raconte l'histoire d'un routier qui arrive dans un restaurant tenu par une jeune femme, et la jeune femme lui sert des ramen, et le routier se retrouve dans une bagarre, etc. Et il se fait casser la gueule, et pendant qu'elle le soigne, elle lui demande au moins avez-vous aimé mes ramen, et le gars la regarde comme ça très amoureusement avec un sourire, et lui dit non, c'est les pires que j'ai jamais mangés de ma vie. Et elle se met à pleurer, elle explique qu'elle a repris le restaurant et qu'elle ne sait pas faire les ramen. Et ce routier, en fait, comme ça fait 40 ans qu'il roule en camion et qu'il connaît par cœur tous les restaurants de ramen du Japon, c'est un film japonais, hein, je ne sais pas si j'aurais peut-être dû commencer par ça, il est devenu un expert absolu en ramen, et donc il se met à lui donner des cours de ramen. Et donc c'est l'histoire de cette amitié complètement improbable entre un routier et une fille de restaurateur, et c'est hyper mignon comme histoire. Ça parle de bouffe avec un tel amour que vraiment c'est le film qui donne le plus faim du monde. Et c'est ponctué de plein de petites anecdotes. Tout à coup, on part sur complètement d'autres choses. On part sur deux personnages qu'on n'a jamais vus avant. Et ça raconte une histoire sur la bouffe. C'est vraiment le film où quand tu ressors, tu as un sourire immense et tu as très faim. Et donc, j'ai ce souvenir de journée parfaite où il faisait dégueulasse dehors et on était levés sous une couette avec des tisanes et on a regardé ce film qui nous a rendus très heureux. Et après, on est évidemment parti à rue Sainte-Anne pour aller manger des ramen ensemble. C'est vraiment, dans mon souvenir, une des plus belles journées de ma vie. C'est vraiment une des journées, pas dans le sens où il s'est passé des trucs incroyables, j'ai eu des journées plus marquantes, plus incroyables, mais ça a été du genre une des journées les plus douces. C'est où vraiment tu te dis, putain, c'est cool de vivre. C'est trop mignon. Pitch-moi un film que tu as complètement inventé. C'est l'histoire d'une tribu extraterrestre. Ils sont en perdition dans l'espace. Ils sont un peu les rescapés d'une escarmouche qu'il y a eu dans une guerre intergalactique qui n'en finit pas. Et soudain, ils aperçoivent un petit caillou bleu dans l'univers, c'est la Terre. Et ils s'écrasent sur la Terre et ils commencent à se renseigner. Cette tribu alien a une particularité, c'est comme des fourmis. Il y a une reine qui pond des milliers et des milliers de guerriers, et après la reine elle se repose, et les guerriers sont un peu ses esclaves et ses enfants. Et la reine elle est toute petite, elle est plus petite qu'une fois qu'elle a fini de pondre, qu'elle s'est débarrassée de sa grosse poche de ponte, et ben en fait c'est comme une petite nana qui est au milieu de 100 schtroumpfs qui la dépassent tous d'une tête. Mais ces aliens aussi sont petits, hein, ils font 1m30. Et donc ces aliens arrivent sur Terre, et ils sont en train de réparer leur vaisseau, ils observent au loin, et ils voient une maison avec une famille, et il y a une petite fille avec ses parents. Et ils en déduisent que la petite fille, c'est une reine, parce que ils voient des grandes créatures autour d'elle qui lui font à manger, qui lui apportent des vêtements, qui s'occupent d'elle, qui lui font prendre des bains, et qui la chérissent plus que tout. Et ils se disent, voilà, on a trouvé la reine de cette planète, on peut peut-être lui demander conseil, on a eu de la chance. Et ils vont devenir amis avec cette petite fille. Et c'est un peu, imagine Totoro, mais avec 100 Totoro autour d'une petite fille. Et donc c'est une petite fille qui a 100 aliens qui sont ses copains et qui sont capables de faire toutes sortes d'appareils compliqués. Et la petite fille, elle s'exprime en langage enfant, sauf que l'ordinateur de bord des aliens ne sait pas ce que c'est qu'un langage enfant. Donc il traduit littéralement tout ce qu'elle est en train de dire. Même ses pensées d'enfant deviennent tout à coup des pensées hyper profondes. Si elle dit « Ah, t'as les boules, t'as les glandes », l'ordinateur de bord va traduire je sens que l'angoisse chez toi se manifeste par des changements morphologiques. Je sens que tu as des glandes qui réagissent à ce que je viens de dire et que ton état émotionnel en est affecté. Et ils se disent, cette gamine est stupéfiante. Elle est capable de lire dans nos pensées. Elle est capable de comprendre tout. Et ils disent, seule elle peut résoudre notre conflit. Et donc, ils embarquent la gamine dans leur soucoupe volante et ils la ramènent au milieu du conflit avec les autres aliens. Et il y a toutes les races aliens qui sont en train de se battre dans l'équivalent
pas se battre, mais de se disputer dans un centre de négociation. C'est tous les dirigeants de toutes les planètes qui sont là. La guerre est inévitable, il va y avoir des millions de morts parce qu'on ne peut pas vivre ensemble, etc. Et la petite fille arrive et elle est larguée au milieu de tous ces aliens et elle a peur et elle veut rentrer à la maison et elle dit « je veux ma maman ». Et l'ordinateur de bord traduit ça par « la chose la plus importante, c'est la famille. La chose la plus importante, c'est de retrouver les siens, c'est d'être auprès des gens que vous aimez. » Et là, les aliens se disent « c'est beaucoup de sagesse quand même, écoutons ce qu'elle a à dire. » Mais t'as des aliens qui sont agressifs et qui sont là, mais elle est moche, cet enfant, c'est quoi ce petit monstre que vous nous avez amené ?» Et la gamine, entendant qu'on la traite de monstre, dit « mais c'est celui qui dit qui est. » Et là, tout à coup, l'ordinateur de bord traduit par tu me trouves laide, mais en fait, ce que tu vois en moi n'est que le reflet de ta propre laideur. » Et tout à coup, tout le monde est impressionné. Et elle s'assied par terre et elle se met à jouer avec ses poupées. Et elle est là avec une Barbie et un dinosaure en plastique. Et la Barbie dit « oh, je t'aime, mais notre amour est impossible parce que tu es un dinosaure. » Et le dinosaure répond « mais moi, je t'aime quand même. Allons faire des bébés. » Oui, et ils y vont. Et donc, l'ordinateur de bord se met à traduire ça par tout un discours super mignon, où ils disent faisons fi de nos différences, ne nous attardons pas sur ce à quoi nous ressemblons, mais restons concentrés sur ce qui nous unit, notre amour des uns pour les autres, et peu importe que nous soyons d'espèces différentes, nous pouvons tous nous entendre. Et son discours a un tel impact que la guerre cesse et qu'elle devient un peu la reine du cosmos qui a mis fin à la plus grande guerre intergalactique de l'histoire. C'était trop long peut-être. Non, mais en fait, le truc, c'est que vraiment, je suis en train de me dire, mais il existe ce film ou tu vas vraiment tout inventer? J'avais eu une idée un peu similaire, que j'avais commencé à faire des brouillons. Donc quand tu m'as dit le film que tu voudrais, Complètement inventé, en fait, ouais. que tu as complètement inventé, j'avais déjà commencé à l'inventer. Mais c'est trop bien, mais c'est tellement ouf, j'adore. S'il y a des producteurs qui nous écoutent, lâchez les valises de billets. Alors, dernière petite question, juste pour moi, hein, tranquille, comme ça, t'as vraiment fait de la figuration dans la Cité de la Peur. Je l'avais oublié. C'est l'histoire surprenante de d'où vient mon pseudo. De pourquoi je m'appelle Boulet. C'était une insulte qu'on s'envoyait beaucoup avec mes frangins, mes cousins, etc. On se traitait mutuellement de Boulet. Genre, je crois que ça venait d'un sketch qu'on avait vu à la télé, je sais plus de qui c'est, et honnêtement, ça devait pas être un très bon sketch. Et c'était « oh, le Boulet » et tout, et on s'envoyait cette insulte pendant toutes nos vacances. Ma cousine va dans un supermarché pour faire des courses, et il y a un concours où on peut gagner un séjour à Cannes pour 2 personnes. Elle remplit un bulletin, elle le met, elle gagne le séjour à Cannes pour 2 personnes. Donc évidemment, elle fait ce que font les jeunes à cette époque, elle invite 5 personnes. Elle invite son frangin et elle invite mes 2 frères et moi. Donc on se retrouve à 5 dans une chambre d'hôtel pour 2 à Cannes. C'est pas pendant le festival, hein, c'est vraiment juste séjour à Cannes. Et on est tout content d'être à Cannes, on joue au ping-pong dans l'hôtel, on va à la plage, on se balade. Et évidemment, on fait plein de conneries. Et à chaque fois que moi je fais une connerie, les autres me disent « ah, le Boulet, etc. » Et à un moment, on apprend qu'il y a un tournage de film. Et donc on se dit « ah, mais génial, on va aller voir. » Et là, qui c'est qu'on croise pas? Alain Chabat et Chantal Lobby et Dominique Farrugia qui sont en train de tourner La Cité de la Peur. Et donc nous on est fous parce qu'on adore les nuls, quoi. Donc évidemment à la moindre occasion on se dirige vers le tournage pour regarder, voir comment ça se passe. Et c'est au moment où ils sont en train de tourner la scène de la poursuite quand Alain Chabat poursuit Red sur la croisette. Et là, il y a un mec qui a un haut-parleur et qui parle comme ça. Excusez-moi, on aurait besoin de figurants pour cette scène. Est-ce qu'il y en a qui veulent être dans la scène? Alors moi, évidemment, rôle de ma vie. Moi, j'arrive en courant et je me mets au milieu de la croisette comme ça, disant « ok, je suis prêt. » Et tout. Et là, le gars met tous les gens en place. « Ouais, mais toi, plutôt par là-bas. Vous pouvez vous décaler un peu sur la gauche. Là, les 2 filles habillées en léopard, on va vous mettre devant parce que vous avez un super look. Toi, avec les rollers, tu penses que tu pourras faire un tour autour d'Alain quand il courra ?» Et vraiment, il y a plein de scènes que tu vois dans le film qui ont été improvisées sur le moment. C'est assez marrant. Et puis moi, j'étais comme ça, très concentré sur mon rôle. Imagine, c'était le rôle de ma vie. J'étais un passant sur la croisette. J'étais là, ok, c'est quoi mon background? C'est quoi l'histoire de son personnage? C'est quoi sa motivation? Pourquoi il est sur la croisette aujourd'hui? J'étais en train de me poser des vraies questions d'acteur. Et puis là, j'entends comme ça, dans un haut-parleur, non, là, on peut pas commencer, il y a un grand boulet dans le champ. Et puis moi, je me dis, il parle de moi, et je me retourne, et en fait, je vois que c'était mon cousin qui avait pris une affiche qu'il avait roulée en haut-parleur et qui parlait comme ça pour me... Mais du coup, il m'a tellement vu réagir que, évidemment, eux, sur le côté, ils étaient
complètement mort de rire, et du coup c'est resté. Après ça, j'étais le grand Boulet dans le champ, et après j'ai dit en rigolant, la première fois que je signe une BD, je la signerai Boulet, vous saurez que c'est un hommage, et c'est comme ça que je me suis mis à signer mes BD Boulet. Et donc toujours est-il que je suis dans cette scène, où si on regarde la scène de la poursuite, image par image, il y a une image où on me voit très très flou au premier plan, et c'est moi. Je crois que j'ai un t-shirt bleu et un short en jean ou un truc comme ça, et des cheveux roux donc, et je dois avoir 17 ans, donc je suis complètement méconnaissable, il faut vraiment le savoir, mais quand même c'est mon espèce d'énorme gloire. J'ai joué dans La Cité de la Peur avec Alain, maintenant je l'appelle Alain, il me répond pas mais je l'appelle Alain, et après j'ai tenu ma parole pour le pseudo, c'est-à-dire que la première fois que j'ai envoyé des BD à Tcho, j'ai signé en rigolant Boulet, en disant après je vais remettre mon vrai nom. Et dans les BD suivantes, après, je signais de mon vrai nom, je signais Roussel. Et à chaque fois, il mettait dans les titres par Boulet. Et puis au bout d'un moment, j'ai appelé chez Tcho et je leur ai dit non mais il faudra mettre Roussel parce que Boulet c'était juste une blague pour le premier strip. Ils disaient ah ouais, ah bah c'était déjà dans la maquette, on l'a gardé. Bah on changera pour l'album, t'inquiète pas. Et puis je reçois la maquette de l'album quelques temps après, c'était marqué Boulet, Ragnarok, etc. Et j'étais là, mais je suis très embêté parce que j'avais dit qu'on n'utiliserait peut-être pas ce pseudo. Et puis on dit, ah ouais, non, mais alors là, ça fait plus d'un an que t'es dans le show et que tu signes Boulet. Si on change le nom, plus personne va rien comprendre. Maintenant, il faut le garder. Puis ok, on le garde alors. Donc voilà. C'est comme ça que j'ai eu mon pseudo de Boulet. C'était un accident stupide suite à une blague stupide sur le tournage de La Cité de la Peur avec Alain. Cette information a l'air de te traumatiser, mais complètement. C'est vraiment une des meilleures anecdotes que j'ai jamais entendues de toute ma vie. Eh ben, merci la mamie du cinéma. Au revoir, à la prochaine.